Normalement, on est en direct. Bonjour à tous. Salut Reza. Hello à tous, salut Flavien. On espère que vous allez bien et très content du coup de faire ce live ensemble avec Reza. C'est un petit moment du coup qu'on échangeait ensemble. Donc, qu'on voulait préparer ça. Donc, on sait en début 2025, c'est le bon moment pour aborder ce sujet de délivrabilité. Ouais, très content d'être parmi vous. Merci Flavien de l'invite et hâte de vous parler de tous les aspects de délivrabilité et d'infrastructure. Yes. Ça va être un sujet qui est super cool. Ben, surtout, vous le savez, on l'évoquera un peu plus dans ce webinaire. Ces derniers mois, même c'est presque la dernière année, ben, les sujets de délivrabilité sont de plus en plus importants. Les contrôles et notamment les ESP sont beaucoup plus durs qu'avant. Donc, on a essayé de faire ce live du coup de deux façons. Déjà, il est aussi adapté aux débutants, c'est qu'ils connaissent pas du tout la délivrabilité pour quelles sont les bonnes pratiques, etc. Mais on a aussi essayé d'aller un peu plus loin dans l'expertise. C'est pour ça qu'on a aussi invité Reza, qui lui, c'est son métier d'optimiser la délivrabilité, pour aussi vous dire des différences qui sont un peu plus techniques pour vraiment aller chercher la délivrabilité maximum. Après, voilà, nous, c'est les meilleurs conseils qu'on essaie de vous donner. Pas de complexe si vous n'appliquez pas tout, etc. Chacun a son niveau de délivrabilité, etc. Nous, on essaie de vous dire quel est le maximum, le meilleur truc à faire pour la délivrabilité. Après, il y a des trucs, on vous le dira, et Reza vous le dira, qui sont obligatoires et d'autres qui sont mieux, mais qu'on peut faire sans. Très clair. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question, il y a une incompréhension ou autre à laisser vos questions sur le chat. Avec grand plaisir pour les traiter. Ouais, clairement, comme d'habitude, l'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible. On vous posera des questions aussi pendant le webinaire pour nous donner votre avis sur un sujet ou comment vous travaillez, vous, de votre côté. Et bien entendu, à la fin, il y aura une question-réponse et vous aurez la presse plus le replay qui sera dispo si vous souhaitez regarder ce webinaire. Bonjour à tous, il y a pas de gens qui se connectent, c'est très cool. Et ben Reza, du coup, pour maintenant que les derniers se connectent, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, nous dire ton parcours, qui tu es et pourquoi toi tu y es aujourd'hui, du coup, ben, capable de nous expliquer qu'est-ce que la réalité et tu es légitime, du coup, à faire ce webinaire. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Reza, j'ai commencé le growth il y a 7 ans de cela. J'ai travaillé un peu sur de l'inbound au tout début de ma carrière dans deux, trois startups différentes. Ensuite, je me suis mis à mon compte où là, j'ai vraiment commencé à bosser avec plusieurs clients différents. Je me suis spécialisé en délivrabilité quand je travaillais avec Scalability, qui est une des plus grosses agences outbound en France. On avait vu qu'il y avait un gros enjeu autour de la délivrabilité vers 2022, fin début 2023. C'est là où j'ai décidé de me spécialiser. J'ai travaillé avec une soixantaine de clients. Aujourd'hui, j'accompagne des clients comme Vibe, Mooncard, Loomap sur la partie délivrabilité, comment créer une bonne infrastructure, comment l'améliorer, ainsi de suite. Voilà. Super intéressant, donc ça fait vraiment 3-4 ans que tu es vraiment spécialisé sur cette partie-là, toi, la délivrabilité, et que tu accompagnes les clients vraiment sur cette partie. Ouais, ça fait 3 ans à peu près, 2 ans et demi que je travaille que sur ça. C'est vraiment mon sujet principal. Trop cool. Mais c'est pour ça, nous, qu'on voulait bah, faire ce webinaire ensemble, parce que bon, on avait déjà échangé en plus sur Faro pour des petites questions d'optimisation, des questions de délivrabilité, etc. Et quand on cherche des experts de la délivrabilité qui font vraiment que ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas 150. Moi, par Reza, ben, j'en connaissais pas. Donc, on voulait vraiment faire ce live ensemble. Donc, très cool de le faire. Et puis, on va pouvoir démarrer. Top. Déjà, l'objectif de ce live, c'est du coup pourquoi la délivrabilité est importante. Pourquoi on fait ce live aujourd'hui. Pourquoi c'est vraiment important quand on fait des campagnes outbound. Tout simplement, une bonne délivrabilité, ça vous permet d'améliorer les résultats de votre campagne. Une bonne délivrabilité, c'est des emails qui arrivent dans la boîte de réception. Donc, si vous n'avez pas une bonne délivrabilité, ben, vous aurez beaucoup moins d'emails qui vont être qui ont la possibilité d'être lus par votre prospect, la possibilité de répondre. Donc, bien entendu, les résultats sont étroitement et directement liés avec la délivrabilité. Deuxième point très important, c'est de protéger son nom de domaine. On a tous du coup des noms de domaine principaux que l'on utilise pour notre site web, pour nos adresses email, pardon, pour envoyer des messages à nos clients, relancer des prospects, travailler avec des prestataires. Bref, si jamais on atteint du coup la délivrabilité de ces noms de domaine-là, ça peut être très très contraignant. Enfin, toute l'activité de l'entreprise peut être impactée. Donc la délivrabilité aussi, c'est aussi de la protection, de savoir du coup mettre en place la bonne infrastructure pour pouvoir travailler sereinement et pas affecter du coup les performances de son entreprise. Troisième point, c'est de pouvoir scaler tout simplement son outbound. Si on a une bonne délivrabilité, qu'on a une bonne infrastructure qui est mise sur une, deux, trois adresses email, derrière, c'est que dès qu'on aura des bons résultats, qu'on aura trouvé le bon message qui fonctionne et qu'on veut accélérer,
on aura juste en fait à reproduire ce qu'on fait déjà bien pour pouvoir du coup aller chercher plus de résultats, plus de croissance, plus de leads. Mais ça part du coup sur des bases solides pour pouvoir du coup aller scaler du coup sur notre bande et notamment les infrastructures de délivrabilité. Le dernier point qui est super important, c'est d'éviter les blocages des fournisseurs d'email. Je sais pas si la plupart d'entre vous en ont déjà eu. Moi, je sais que j'en ai eu. Reza a dû en avoir aussi. Quand on fait de notre vente depuis un petit moment, même si on respecte les quotas, etc., mais des fois, les ESP nous bloquent les adresses email. C'est toujours assez frustrant, c'est toujours un peu compliqué dessus. Donc, d'avoir une bonne délivrabilité, d'avoir des bons domaines et une bonne configuration, ça permet d'éviter d'avoir ces trous d'air et ces blocages qui peuvent être assez contraignants, notamment pour l'acquisition. Donc ce webinaire, on l'a fait de façon très simple. Tout d'abord, on va faire une petite définition pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce que c'est la délivrabilité? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est vrai qu'on entend ce terme très souvent, mais des fois, ça peut être assez flou en réalité. Ensuite, comment créer du coup la bonne infrastructure outbound? On va faire étape par étape. Quelles sont les différentes façons de créer son infrastructure outbound et quelles sont les optimisations à faire? Quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir avoir du coup un setup de délivrabilité qui soit le plus efficient possible? Troisième partie, du coup, les bonnes pratiques pour améliorer sa délivrabilité. Que faire ensuite pour pouvoir continuer du coup à améliorer? Quelles sont les pratiques en termes de copywriting, en termes de ciblage, en termes de data, bref, pour pouvoir avoir la meilleure délivrabilité possible. Et la quatrième étape qui est souvent sous-estimée, voire pas faite du tout, c'est vraiment comment suivre et améliorer sa délivrabilité dans le temps. Ok, j'ai une infrastructure qui est bonne, ok, j'ai les bonnes pratiques, mais comment je m'assure que ça le reste et comment je reste toujours au meilleur niveau en termes de délivrabilité. Donc, première étape, simple définition, qu'est-ce que la délivrabilité? On ne pouvait pas faire plus simple. La délivrabilité, c'est la capacité de vos emails à atteindre la boîte de réception de vos prospects. Tout simplement, c'est d'arriver dans la boîte de réception. Une bonne délivrabilité, c'est simplement ça, c'est ne pas atterrir ni en promotion, ne pas atterrir ni en spam. Et une mauvaise délivrabilité, bien sûr, c'est l'inverse, c'est quand nos emails atteignent du coup les spams. Donc, on n'a pas attardé du coup cette définition, c'était vraiment là. Une bonne délivrabilité, c'est de pouvoir atteindre la boîte de réception de vos prospects. Je sais pas toi comment tu le dis toi à quelqu'un qui ne connaît pas la délivrabilité Reza, mais moi je trouve que c'est la façon la plus simple de l'expliquer. C'est vraiment la façon la plus simple de l'expliquer, c'est votre capacité à atteindre la boîte de réception de vos prospects. Plus simple, tu peux pas faire. Donc maintenant qu'on a mis les bases, qu'on a expliqué du coup qu'est-ce que c'était la délivrabilité, on va rentrer dans le concret, comment créer du coup la bonne infrastructure outbound. Et du coup, on va commencer par les domaines et je te laisse la parole, Reza. Ouais, bien sûr. Alors, généralement, il y a deux écoles. On a une école qui préfère partir sur des domaines secondaires, donc des domaines qui ressemblent au domaine principal, du get Faro par exemple, ou faro.com au lieu de .co, etc. Cette partie est assez intéressante puisqu'elle permet vraiment de protéger à 100% le domaine principal, mais ça engendre des coûts supplémentaires. En sachant que les coûts ne sont pas vraiment élevés, généralement le coût d'un domaine c'est 10 euros maximum. Ensuite, on a une deuxième école qui est plutôt l'école des sous-domaines, où là, c'est plus économique, mais c'est plus risqué parce que le sous-domaine reste quand même lié à votre domaine principal, mais il est facile à mettre en place. Et je crois que d'ailleurs, vous êtes sur du sous-domaine, Flavien, non? Ouais, exactement. Historiquement, je crois qu'il y a 5 ans ou 6 ans, quand les adresses ont été créées, elles ont été créées du coup en sous-domaine. On n'a jamais eu de problème avec le domaine principal, mais c'est vrai que là, sur les nouvelles qu'on crée, on est sur des domaines secondaires parce que c'est vraiment le plus risqué. Et comme tu dis, enfin, c'est vraiment 10 euros par domaine. Donc, toute entreprise, normalement, doit pouvoir se payer du coup des domaines secondaires assez facilement. Ouais, très Et après, clair, juste très clair. pour rebondir du coup dessus, c'est pourquoi on vous explique domaine secondaire, sous-domaine, c'est que pour ceux du coup qui sont pas habitués du coup à la délivrabilité, par contre, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de ne jamais envoyer du coup des emails avec son email principal, enfin avec son domaine principal, euh, parce que comme vous l'avez dit, au moindre danger, au moindre problème, c'est directement toutes les adresses email, tout votre site web qui peut être impacté, hein. Euh, donc, les domaines, nous, notre préconisation, comme a dit Reza, c'est d'acheter du coup un domaine secondaire. Voilà, c'est vraiment pas très cher, c'est très facile à mettre en place. Vous allez du coup sur un des fournisseurs les plus connus comme OVH, GoDaddy, Gandhi.net, il y en a même plein d'autres, c'est vraiment pour en citer quelques-uns. Vous achetez du coup un domaine qui se rapproche de votre domaine principal. Ça peut être là, l'exemple c'était faro.co, ça peut être b2b.faro, Faro B2B, bref, il y a Faro Get Faro, il y en a énormément à acheter. Vous pouvez vraiment vous amuser là-dessus, demander à ChatGPT si vous avez pas d'idée dessus, qui vous permet du coup de protéger au maximum votre domaine principal. Il y a d'autres outils aussi qui existent. On a voulu aussi les évoquer avec Reza aujourd'hui, type Zapmail, Mailforge, etc., qui permettent
d'acheter des domaines à votre place, du coup, de faire les configurations sur votre place, que ce soit un peu tout en un. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. J'aimerais avoir ton avis, toi, Reza, sur ces solutions un peu tout en un. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu les utilises chez tes clients? Ouais, bien sûr. Alors, c'est des solutions que j'ai testées. Aujourd'hui, est-ce que je les utilise? Non. Est-ce que je conseille à d'autres personnes de les utiliser? Ça va vraiment dépendre de leur contexte. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils et ces solutions vous permettent d'avoir une solution clé en main, sauf que vous avez très peu de contrôle sur l'infra. Donc, vous n'avez pas le contrôle sur quel serveur, quel pays ils utilisent pour justement héberger vos adresses et ainsi de suite. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez du volume assez bas, n'hésitez pas à les utiliser, ça vous fera gagner du temps et ça vous évitera quelques soucis techniques. Par contre, si vous voulez vraiment construire une grosse infrastructure pour envoyer du volume, à ce moment-là, il vaut mieux passer par une infrastructure en interne que vous gérez vous-même. Très intéressant. Et d'ailleurs, il me semble que la plupart, je crois que c'est le cas de Zapmail, utilisent des adresses IP qui sont aux États-Unis. Est-ce que c'est un problème, ça, pour la délivrabilité, pour la création des adresses, ou pas forcément? Non, pas forcément. En fait, on a très peu de contrôle sur ces adresses IP parce que c'est des IP partagées. On en parlera un peu plus après. Mais il n'y a pas forcément de problème. Il faut juste savoir où sont hébergés ces éléments. Parce que, Hmm. par exemple, si vous vous envoyez des messages en France et que vos adresses sont en Inde ou autres, c'est assez différent. Et les gros volumes, pour moi, ça passe à partir de 5000 mails par mois à peu près. 5000 mails par mois, on est sur quand même du bon volume. Ouais, c'est vrai. Ok, très intéressant ton point de vue là-dessus. Mais du coup, si vous utilisez, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans le chat et vos retours aussi que vous avez dessus, parce que c'est vrai que moi, perso, j'utilise pas non plus, Reza non plus, donc on n'a pas vraiment de retour concret dessus, mais on connaît ces solutions-là. On va aller du coup sur une partie un peu plus technique. Reza, les différents ESP, qu'est-ce que c'est déjà un ESP et quels sont les différents ESP qui existent? Ouais, bien sûr. Donc les ESP, c'est Email Server Provider, donc vos providers de messagerie type Google, Microsoft ou autres. On distingue deux types de ESP aujourd'hui. Des ESP qui utilisent des serveurs partagés type Google, Microsoft, Zoho. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous inscrivez sur un Google, par exemple, vous allez être mis sur des serveurs avec une centaine de milliers d'autres utilisateurs. Ce qui veut dire que vous avez un contrôle partiel sur votre adresse IP et sa réputation. Par contre, la gestion, elle est assez facile et peu coûteuse. Elle est aussi adaptée à tout type d'entreprise. De l'autre côté, on a des ESP qui ont des IP privés, donc vous aurez vos adresses hébergées sur votre propre serveur. Vous aurez un contrôle total de l'infra, mais généralement c'est un peu plus coûteux et c'est beaucoup plus adapté au gros volume. Quelques outils qui sont intéressants à voir, c'est InfraForge et MailForge. J'aime bien InfraForge, mais disclaimer, j'ai travaillé avec eux pendant 4-5 mois, donc n'hésitez pas à tester les deux si vous voulez. Très intéressant. Et toi, du coup, chez les clients, comment tu choisis si tu vas sur un ESP partagé ou un ESP privé? Qu'est-ce que tu mets en place? Quel est ton point de vue là-dessus, toi, Reza? Ça va vraiment dépendre du type de client. Est-ce qu'il target du gros compte, des PME, etc. Généralement, les gros comptes, ils sont sur des ESP précis, les PME sont sur des ESP précises. Ça dépend également du volume. Si on envoie 4000, 3000 mails par mois, je conseille généralement d'aller sur du shared. Si on envoie plus dans les 10 000, 8000, je fais un mix des deux. Donc on va avoir un peu de Google, un peu de Microsoft et on ira sûrement chercher de l'InfraForge ou du Mailriff avec un serveur dédié. Ok, hyper intéressant. Hmm. N'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ces éléments-là, à les drop sur le chat avec plaisir pour y répondre. Ouais. Euh, la question qu'on nous pose souvent, c'est quel ESP choisir quand on veut à la simplicité, c'est-à-dire des ESP partagés. Est-ce que je vais créer mes adresses sur Google? Est-ce que je les crée sur Microsoft? Nous, on a une théorie qui est très simple chez Faro et c'est statistiquement prouvé. La plupart des TPE, PME sont sur Google Workspace. Donc, si vous ciblez du coup des entreprises de 0 jusqu'à 150, 200 voire 300 salariés, créer du coup des adresses Google Workspace, vos prospects à 80% auront ce type d'adresse-là. Donc, votre délivrabilité ne sera que meilleure. Par contre, si vous avez une cible grand compte, ben, plus de 300 salariés, ils passent très souvent soit sur des ESP du coup privés ou alors sur des solutions du coup de Microsoft. Donc, à ce moment-là,
on conseille vraiment soit de travailler du coup sur des SP privés, soit de créer du coup des adresses Microsoft parce que vous aurez des meilleurs résultats en termes de délivrabilité parce que, on va le voir après, mais les ESP matchent entre eux, c'est-à-dire que vous envoyez du coup avec un email Google à d'autres emails Google, vous aurez beaucoup plus de chances d'atterrir dans le bot de réception. Et pareil, entre Microsoft et Microsoft, beaucoup plus de chances que si vous envoyez un Microsoft Google ou un Google Microsoft. Autre point du coup derrière qui arrive, du coup, c'est le nombre le nombre d'emails. J'ai marqué d'ailleurs, c'est une petite faute, le nombre de du coup d'adresses email qu'il y a du coup par domaine. Donc, comme je vous ai dit, la meilleure infrastructure, on crée du coup un domaine secondaire pour pouvoir héberger du coup des nouvelles adresses mail qui sont dédiées à la prospection. Combien je peux mettre d'adresses email du coup par domaine? Donc, avec ça, on conseille maximum 3 à 5 adresses mail par domaine. On verra après sur les volumes du coup à envoyer journaliers, mais il ne faut pas plus parce que plus vous avez d'adresses sur un domaine, plus le domaine va envoyer des emails, plus il risque du coup d'être considéré comme un spam, etc. Donc le mieux c'est de 3, 4, 5 adresses par domaine. Par contre, si vous avez plus de 4 adresses ou 5 adresses du coup à envoyer, créez un nouveau domaine secondaire, un troisième, etc. Mais c'est important de respecter du coup ces quotas-là. On arrive du coup sur les fameux SPF DKIM, des marques que tout le monde connaît plus ou moins sans en connaître les rouages. Donc, ça, je te laisse démystifier un peu ces trois fantastiques. Ouais, très très bien. Comme Flavien l'a dit, tout le monde en parle, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc le but c'est d'essayer de l'expliquer d'une manière assez simple. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le DKIM, SPF et DMARC sont des protocoles d'authentification qui permettent de lutter contre le spoofing ou l'usurpation d'identité. Donc le SPF, il définit quelles adresses IP et quels ESP peuvent envoyer des emails à partir d'un domaine. Là, par exemple, sur l'entrée SPF, ce que vous pouvez voir, c'est VSPF1, qui est la version du protocole. Ça, généralement, ça change pas besoin de se casser la tête avec. Ensuite, on a include, qui inclut au fait et autorise le serveur d'email hébergé par Google, par exemple, dans cet exemple précis. Et le moins all, c'est que tous les autres serveurs sont interdits ou tous les autres ESP sont interdits. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les mettre. Généralement, un SPF ressemble à ça, pas besoin de faire grand-chose à part juste copier-coller. Et voilà. Ensuite, par rapport au DKIM, même chose, c'est un protocole d'authentification qui permet au destinataire de vérifier qu'un mail n'a pas été modifié pendant son envoi. Et du coup, en quelque sorte, ça ajoute une signature numérique aux emails pour garantir leur authenticité et leur intégrité. Ces deux-là sont super importants et il faut les avoir parce que Google les demande et les autres ESP les demandent systématiquement. Ensuite, il y a le DMARC qui est aussi un protocole d'authentification qui permet également de lutter contre le spoofing. Et le DMARC, au fait, il répond à une question très importante, c'est comment les emails non authentifiés doivent être traités. Donc les emails qui vont fail le SPF ou le DKIM, comment doit-on les traiter? On a trois types de policy généralement. On a la non qui dit qu'on ne fait aucune action et ça, je vous le déconseille. Ensuite, on a la quarantaine où tout le monde en ce moment fait ça, il copie-colle un 10 marques en quarantaine. Et c'est une mauvaise pratique de mon côté. Je n'aime pas trop ça parce qu'au fait, les emails qui sont pas conformes sont envoyés en spam. Et les rejects, ça permet juste de se dire que tous les emails qui ne sont pas conformes, on les rejette et on les délivre pas. Personnellement, sur tous mes clients, je mets du reject parce que c'est un protocole plus fort et qui permet vraiment de mieux gérer tout ce qui est non authentifié. Voilà. Très intéressant ça. C'est vrai que le quarantaine, comme tu dis, il y en a beaucoup qui du coup installent ça parce que la plupart du temps, comme on connaît pas, on sait pas ce que c'est. En fait, on va regarder un article de blog qui explique comment est configuré, on va copier-coller dessus. Donc, d'avoir ton point de vue, du coup, qu'il faut plus mettre en reject. Enfin, toi, ce que tu fais chez les clients, c'est assez intéressant. Mm. Ouais, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Marque pas nécessaire si SPF et DKIM sont correctement configurés. Si, au fait, le DMARC est nécessaire quoi qu'il arrive, et moi je vous conseille de le mettre en reject. Par contre, le rôle d'un DMARC, Arnaud, c'est que si ton DKIM fail, si tu envoies un mail et le DKIM est fail, donc ton mail ne passe pas l'authentification DKIM, qu'est-ce qu'on fait de ce mail? Et c'est là le rôle du DMARC.
Donc le rôle du DMARC va dire aux ESP, si ce mail a fail le DKIM, ben, je veux que tu le rejettes et je veux pas que tu l'envoies, je veux pas qu'il parte en spam et ainsi de suite. Ok, très cool. Très intéressant. Et une question, je sais pas si tu pourrais y répondre à ça. Est-ce que tu as une différence? Tu as déjà fait le test de délivrabilité, de pourcentage de délivrabilité supplémentaire avec du coup les authentifications pardon, faites SPF DKIM des marques et une adresse que tu n'as pas du tout ça à identifier. Est-ce que tu as des stats ou des choses que tu connais dessus? Alors j'ai pas forcément de stats, mais on en parlera après. Si vous avez pas ce genre d'éléments, vous allez rapidement avoir beaucoup plus de bounce que prévu. Vos taux de bounce vont augmenter petit à petit, et vous allez aussi avoir un plus gros taux de spam. Ok. Euh, je déconseille si vous avez pas ça. C'est vraiment En fait, SPF DKIM, on n'est pas sur de l'optimisation, on est sur du minimum requis. Hmm. Donc, c'est vraiment au niveau zéro, c'est obligatoire, il faut l'avoir et vous n'êtes pas en train de faire un plus si vous avez ça de setup, vous êtes au niveau zéro, quoi. Ok. Donc c'est obligatoire, Exactement. c'est l'indispensable. L'indispensable. Ouais. Autre chose aussi, on le voit encore un peu, du coup, de moins en moins, mais c'est encore du coup le cas, c'est d'utiliser du coup un outil spécialisé dans l'outbound. Il y a différents outils du coup qui sont disponibles sur le marché. Et souvent on confond du coup, surtout quand on commence la prospection, des outils du coup spécialisés du coup dans les campagnes de cold email et des outils d'email marketing. Les deux sont totalement différents. Les différences, elles vont être simples. Déjà, c'est pour l'automatisation des séquences. Les outils type ActiveCampaign, Mailchimp, Brevo sont faits pour envoyer des newsletters ou des emails marketing à des personnes qui sont opt-in, c'est-à-dire qui sont inscrits à une liste du coup pour recevoir ces emails-là, et pas du tout de contacter des personnes à froid. L'automatisation est aussi assez compliquée. La personnalisation, pareil, n'est pas faite. Du coup, c'est assez compliqué de personnaliser, de rajouter des variables dans ce genre de solution. La délivrabilité n'est pas faite non plus pour faire du cold email. Donc, quoi qu'il arrive, si vous utilisez une solution comme celle-ci, vous mettez directement des bâtons dans les roues en termes de délivrabilité. Et pareil pour tout ce qui est être intégration, suivi des KPI. Voilà. Enfin, si vous le testez et que vous utilisez les KPI que sur Melty, par exemple, sur ActiveCampaign, ils sont vraiment très très basiques. Vous aurez uniquement l'ouverture, etc. Et en plus, souvent, ils sont pas super bien traqués. Donc ça, c'est vraiment obligatoire d'utiliser un outil qui est spécialisé dans le cold email. Il y en a plein actuellement sur le marché. Les plus gros vont être Lemlist, La Grosse Machine, Instantly ou encore SparkLead. Il y en a quatre, voilà. Suivant votre appétence, suivant l'UX, suivant lequel avec vous souhaitez travailler. Les quatre sont pour moi aussi bien les uns que les autres, mais vraiment obligatoire du coup de travailler avec un outil spécialisé dans le cold email. Une fois du coup que on a créé du coup des domaines secondaires, on a choisi du coup nos adresses mail avec l'ESP suivant nos cibles, qu'on a du coup fait les configurations SPF des KIM des marques, qu'on a utilisé du coup un outil spécialisé pour l'envoi de nos campagnes. On va arriver sur la dernière étape avant de pouvoir lancer les campagnes, c'est le ramp-up et le warm-up des campagnes. Du coup, chauffer sa adresse email. Qu'est-ce que c'est chauffer sa adresse email? C'est simplement reproduire un comportement humain par une solution qui est spécialisée, qui va envoyer des emails depuis votre adresse, répondre pour habituer en fait les ESP, les serveurs du coup à ce que vous faites, à ce que vous envoyez du volume, tout simplement. Si du jour au lendemain vous envoyez 0 mail et vous arrivez à 50 emails par jour, bah, les serveurs, les ESP vont se dire non c'est pas possible, c'est bizarre, c'est changement de volume, c'est un spammer. Alors que si depuis 2 semaines, 3 semaines, vous envoyez 30, 40, 50 emails par jour, ben, les ESP seront habitués. Donc nous, on conseille minimum 2 semaines pour construire la réputation de notre adresse email, de préchauffe avant d'utiliser cette adresse email. Autre chose aussi que l'on voit beaucoup, c'est OK, mais super, j'ai fait les 2 semaines de warm-up, mon adresse est OK, hop, je stoppe tout, on économise comme ça, j'arrive à la solution. Non, malheureusement, tant que vous utilisez votre adresse du coup dans les campagnes, il faut continuer ce warm-up là parce que vous pouvez avoir un volume qui n'est pas égalitaire du coup dans le temps et quoi qu'il arrive, ça va optimiser votre délivrabilité. Donc toujours garder du coup le warm-up pendant la durée d'utilisation de votre adresse dans les campagnes outbound pour montrer du coup que le niveau d'engagement reste élevé dans le temps, tout simplement. Est-ce que toi, tu as des recommandations à faire du coup sur cette partie-là, Reza? Euh, je dirais ouais, plus le warm-up est lent, mieux c'est. Il faut pas le désactiver, bien sûr, il faut le garder en chauffe. Et généralement, il y a aussi un petit souci sur Outlook, c'est qu'aujourd'hui, certains utilisateurs Outlook peuvent détecter que le domaine a été créé récemment. Et de ce fait, rejeter soit votre message, soit le mettre en spam et ainsi de suite. Donc Ok, plus vous rajoutez du temps sur le warm-up, mieux c'est. 2 semaines, c'est vraiment bien. 3 semaines, un mois, c'est parfait.
Ok, très intéressant. Et du coup, toi, ton petit conseil, c'est sur les Outlook, comme il y a un petit risque supplémentaire, peut-être augmenter encore de 2 semaines, 3 semaines pour être sûr, quoi. Ouais, exactement. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à mettre 3 semaines de chauffe, 20 jours à peu près, un mois. Si vous avez pas trop le temps, vous êtes pressé, 2 semaines c'est le minimum requis. Ok. On a une question d'Arnaud qui dit on envoie quoi et vers qui comme message pour garder en chauffe si on n'a rien de particulier à dire. Arnaud, les solutions qu'on va te montrer le font automatiquement pour toi et ils font des conversations. T'as pas besoin de réfléchir à qui tu l'envoies et la conversation à faire. Tout est automatisé. Donc on voulait là aller un peu plus loin parce qu'il existe plusieurs solutions pour du coup chauffer ces adresses email et qui ont des fonctionnements différents. Donc je te laisse Reza du coup nous parler du coup des deux différentes solutions, des outils de chauffe Seedlist qu'on appelle et des outils de chauffe Community. Bien sûr. Du coup, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent aujourd'hui, où j'ai l'impression que ils ont pas forcément beaucoup d'infos. Au fait, on distingue deux types d'outils de chauffe. On va distinguer les outils de chauffe community qui reposent sur la communauté d'utilisateurs pour se chauffer entre eux. Donc, par exemple, Arnaud, toi, tu vas t'inscrire chez les Moarms, moi, je vais m'inscrire chez les Moarms et Flavien va s'inscrire chez les Moarms. On va tous connecter nos adresses. Au fait, les Moarms va envoyer pour nous des emails entre nous et voilà, s'ils atteignent le spam, il va les mettre en inbox. On va se répondre mutuellement pour justement, comment dire, faker un comportement humain et de ce fait augmenter la confiance des ESP. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette partie community, bah, au fait, si tu utilises Smartlead ou Instantly, au fait, tu es en train de chauffer tes emails avec d'autres spammers comme toi qui font du cold email et ainsi de suite. Donc ça marche, mais c'est pas le top. On a de l'autre côté les outils de chauffe en seed list qui, eux, détiennent des comptes email qui sont propres à eux, qui sont utilisés uniquement pour cette partie warm-up. Et au fait, quand tu plugs ton outil sur enfin, ton adresse email sur ces outils, au fait, tu vas envoyer des emails pas aux autres membres de la communauté qui font du cold email aussi, mais tu vas envoyer à une liste bien précise qui est gérée par Folderly, par MailReach, par Mail Warmbox, et ainsi de suite. Le pool d'utilisateurs du coup et d'adresses email auxquelles tu as accès, il est généralement bien meilleur, de bien meilleure qualité et il te permet d'avoir de meilleurs résultats. Quand j'étais chez Scalability, on avait plus de 700, 800 emails à gérer. Donc pour nous, le warm-up, c'était vraiment un sujet assez important et même la délivrabilité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test sur Lemwarm, Folderly et un troisième outil dont je citerai pas le nom. Et on a vu que Folderly, par exemple, avait des résultats bien meilleurs que tous les autres tools qu'on avait testés. De ce fait, au fait, non seulement votre réputation grandit plus rapidement, et en plus de ça, vous atteignez des taux de spam des taux d'inbox qui sont beaucoup plus élevés. Le seul inconvénient, c'est que les coûts sont supplémentaires. Un Smart Lead, Hmm. vous allez payer 40 € pour chauffer toutes vos adresses, là où un Folderly ou un MailReach commence vers les 20 € minimum par adresse, par mois. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est intéressant du coup, comme l'a dit Reza, on conseille vraiment du coup les outils de chauffe seedlist. Après, ça dépend aussi de vos objectifs, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des outils d'envoi d'email qui ont des outils de chauffe community intégrés, y compris dans l'abonnement. Lemlist, vous prenez un abonnement, vous avez l'Amwarm qui est gratuit, donc c'est sûr, c'est la facilité. Mais ce qui entraîne la facilité, c'est souvent aussi, et la gratuité, bah, c'est moins de qualité. Donc, ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez vraiment travailler sur le long terme en outbound et faire du volume, on conseille vraiment d'investir ce petit budget mensuel qui pourra très vite être rentabilisé par le gain de livrabilité sur des solutions comme Folderly, MailReach ou Warmbox. Nous, par exemple, chez Faro, on utilise MailReach depuis très longtemps. Je crois historiquement, on les utilise, ça doit faire 4 ou 5 ans. On n'a jamais eu de problème. Et en plus, il y a plusieurs fonctionnalités dessus. C'est une solution en plus qui sont françaises. Et les gains que vous avez en délivrabilité sont largement rentabilisés par les abonnements que vous payez. Et un dernier point avant de passer à autre chose, c'est qu'aujourd'hui, disons par exemple, vous avez une adresse email qui a été corrompue, qui a une mauvaise délivrabilité aujourd'hui. Si vous la mettez sur un outil de chauffe community, vous avez très peu de chances pour rétablir sa réputation et la remettre en inbox. Là où si vous utilisez un outil de chauffe seedlist, vous avez beaucoup plus de chances de rétablir la réputation de cette adresse et de ce domaine s'ils ne sont pas blacklistés, bien sûr. Ouais, clairement. Et sans compter,
D'autres aspects, je vais pas citer de nom, mais il y a des logiciels notamment de push-off qui déconnectent les adresses sans nous envoyer, etc. On se rend compte au bout d'une semaine, l'adresse n'est pas connectée, etc. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que ben, vous pouvez vite avoir une déverabilité qui est impactée, une adresse mail qui se crame, parce que ben, c'est pas des solutions qui sont créées de base pour ça. C'est des solutions qui sont intégrées pour avoir un outil tout en un, mais qui sont pas spécialisées. Ouais. Et pour répondre à ta question, Arnaud, ça dépend des tools, mais certains tools vont utiliser l'IA pour générer le contenu de ton mail. Et du coup, toi, tu n'as rien à faire, type Instantly, Smartly, Lemwarm et autres. Par exemple, Folderly, eux, ce qu'ils vont te demander, c'est de mettre tes templates de messages que tu mets généralement. Et c'est avec ça qu'ils vont envoyer des mails. Et non seulement ils vont chauffer ton adresse, mais aussi chauffer ton contenu. S'il atterrit en spam, ils le mettent en inbox, et ainsi de suite. C'est très intéressant, je connaissais pas du tout cette fonctionnalité. Ouais. Hmm. Donc, maintenant, on vous a présenté du coup l'infrastructure un peu parfaite du coup en adresse pour du coup envoyer du coup des campagnes outbound. Donc, pour la récap, on crée un domaine secondaire. Ensuite, du coup, on choisit du coup le meilleur ESP suivant du coup ses objectifs et les cibles que l'on va avoir, Google, Microsoft ou un ESP privé. Ensuite, du coup, on fait configuration SPF, DKIM, des marques et on va mettre du coup 3 adresses maximum par domaine et les outils en chauffe avec une solution de seed list qui est spécialisée là-dedans pour avoir la meilleure durabilité. Maintenant qu'on a fait tout ça, l'infrastructure est OK. Quelles sont les bonnes pratiques concrètement quand on est en train de faire des campagnes pour avoir la meilleure durabilité aussi possible et l'améliorer? Première étape qui est hyper importante, c'est la qualité de la donnée. Si vous avez de la donnée qui n'est pas à jour, si vous avez des adresses mail qui ne sont pas bonnes, vous pouvez avoir la meilleure infrastructure possible, ben, votre délivrabilité va être impactée et va très vite en plus baisser. Donc déjà, nous, ce que l'on conseille, ben, c'est d'utiliser une plateforme dédiée à la création de bases de données. Par exemple, ben, vous pouvez utiliser Faro, il y en a d'autres aussi qui existent, mais c'est vraiment important d'utiliser du coup une plateforme qui est créée, de ne pas utiliser des dossiers ou des listes que vous avez eues, des noms d'adresses email que vous avez récupérés, etc. Il y en a encore quelques-uns qui travaillent comme ça, mais voilà, c'est vraiment très dangereux pour la réputation de vos adresses mail. Euh, si quelqu'un vous propose du coup un fichier où il y a des adresses mail, ben, franchement, refusez-le parce que les postes évoluent énormément, les gens échangent de boîtes, etc. Donc, vous aurez énormément de personnes qui sont plus à jour, qui sont plus en poste, d'adresses mail qui n'existent plus, etc. Il faut toujours enrichir juste avant de créer la campagne, juste avant de lancer la campagne pour avoir l'enrichissement qui soit le plus frais possible. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, il faut vérifier ces emails avec un vérificateur de bounce. Ça, c'est vraiment assez important aussi d'avoir une double vérification, ce qu'on appelle. On enrichit les emails, derrière, on les revérifie. Il y a pas mal de solutions qui existent, zéro bounce, des bounce, etc. Je sais que sur Faro, ça fait maintenant 3 ans qu'on a eu, du coup, qu'on a intégré zéro bounce automatiquement, du coup, pour la double vérification des emails, qui permet d'enlever, du coup, des emails invalides ou des emails qui seraient catch-all que la première solution d'enrichissement n'aurait pas trouvé. Et ce que l'on conseille aussi, du coup, c'est d'envoyer uniquement les emails valides. Euh, ben pour ceux qui ont l'habitude de faire des enrichissements, vous avez toujours des emails ce qu'on appelle catch-all. On n'est pas sûr du coup du taux d'enrichissement, on n'est pas sûr du coup de la fiabilité de l'email. Nous, on a la politique zéro chez Faro, pas d'email valide, pas d'email catch-all du coup dans les campagnes. Après, on peut être un tout petit peu plus laxiste dessus. Reza notamment va pouvoir nous en dire, mais lui, il va avoir du coup un tips de scoring des emails catch-all pour pouvoir savoir s'il peut les mettre du coup dans les campagnes ou pas. Bien sûr. Déjà pour répondre à Arnaud, les meilleurs outils, tous les outils se valent pratiquement. Tu as du Zero Bounce, tu as d'autres outils type BouncePan, ICPs, Never Bounce. Ensuite, par rapport au catch-all, comment les traiter? À l'ancienne, on avait sur Google Sheet, on avait ce qu'on appelait les smart chips qui te permettaient de voir si cette personne était un contact, etc. Mais ça, je vous le déconseille, c'est pas fiable. Si vous le faites toujours, ne le faites plus. Première chose. Seconde chose, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de scorer les catch-all. Zero Bounce, par exemple, qui est mon outil préféré. Si vous si vous passez votre liste pour la valider, vous pouvez payer un crédit supplémentaire sur les catch-all pour les scorer, ils vous donnant un score de confiance de 0 à 10 pour vous dire, ouais, vous pouvez le contacter, on est assez confiant que c'est un mail valide, ou alors je vous conseille de pas trop le faire parce que ce catch-all, il est risqué quand même. Il y a d'autres outils type BounceBan et ouais, Catch-all Verify, je crois. Donc, n'hésitez pas à les tester. Je pense que c'est de très bons outils. Quel est l'impact lorsqu'on envoie des mails à des adresses invalides? Bah, au fait, votre email va bouncer. Bouncer, ça veut dire qu'il va pas être délivré, il va revenir vers vous.
Et ça, c'est un très mauvais indicateur pour Google. Donc, si vous avez un taux de bounce qui est assez élevé, c'est très très mauvais aux yeux des ESP et vous allez petit à petit avoir une réputation bien mauvaise et vous aurez plus trop de délivrabilité. En fait, c'est comme une boucle, c'est comme un cercle vicieux. Plus vous avez des bounces, plus vous allez partir en spam. Plus vous allez partir en spam, plus vous allez bouncer. Plus vous bouncez, plus vous allez en spam, jusqu'à ce que vous ayez 0 délivrabilité. J'ai vu une question de Najima tout à l'heure à laquelle on n'avait Ouais, pas répondu. On reviendra vers ta question à la fin, Najima. Euh, c'est intéressant, euh, je pense. Et en plus, il y en a pas mal, je pense, qui utilisaient aussi Spot là-dessus. Donc, ouais, on pourra la traiter à la fin, celle-là. hmm, voilà. Deuxième partie, du coup, une fois qu'on a de la donnée de qualité, qu'on n'envoie pas du coup, on n'envoie qu'uniquement des emails valides, ben, c'est les volumes d'envoi. Ben, ça, c'est pareil, c'est ben, super important du coup dans la délivrabilité. Si on a une super infrastructure, qu'on envoie que des emails valides, mais qu'on envoie 500 mails par jour avec 2 adresses email, bon, ben, les adresses, elles vont sauter en même pas une semaine. Du coup, pour vous récapituler, 5 adresses maximum par domaine. Et maintenant, ce que l'on conseille, les ESP sont vraiment beaucoup plus autoritaires dessus, ils sont beaucoup plus vigilants. 20 à 30 emails de prospection par adresse par jour. Il faut vraiment rester en fait en dessous, enfin maximum à ces volumes-là. Le mieux c'est d'être en dessous. Moins vous en avez, mieux c'est pour vraiment reproduire un comportement humain. C'est très rare un humain qui envoie plus de 30 emails par jour, ou alors il passe sa journée à envoyer des emails et il fait que ça. Mais sinon, bah, c'est le genre, à peu près le nombre d'emails qu'on est capable d'envoyer ou la moyenne d'emails qui est envoyé. Donc si on respecte ce quota-là, on va vraiment rester considéré comme quelque chose du coup d'humain par Google. Donc on vous conseille vraiment maintenant d'avoir baissé. Avant on était plus à 80, à 50, et maintenant c'est des 20-30 qu'il faut faire parce que vous allez avoir des adresses email sinon qui vont pas rester longtemps et qui vont sauter et perdre en délivrabilité. Pareil, quelque chose qui est assez sous-coté, c'est la régularité dans ces volumes d'envoi. Si le lundi vous envoyez 30 emails, le mardi 0, le mercredi 15 et le jeudi 30, Google il va se dire oh, c'est bizarre, pourquoi il y a des jours où il n'envoie pas d'emails, etc. Si vous avez le même volume d'envoi du coup tous les jours, ben, au final ça va être encore très positif pour la délivrabilité. Donc il y a deux solutions pour ça. Bon, déjà les warm-up vous permet d'avoir ce volume qui est régulier du coup pendant tous les jours. Et même vous dans vos campagnes, moi je vous conseille du coup euh, de mettre du volume en fait dans vos campagnes, d'avoir des campagnes avec beaucoup de leads en attente pour que ces 20-30 emails soient atteints tous les jours, quoi qu'il arrive, d'anticiper et pas avoir de trou d'air. Ça va vraiment avoir un impact positif sur la délivrabilité. Hein. Et si jamais vous passez une petite période sans forcément envoyer de mails, ce que je vous conseille, c'est de commencer à 5 et d'augmenter petit à petit pendant 1 à 2 semaines jusqu'à atteindre votre niveau idéal à 20-30 emails par jour. Pour répondre à la question de Mathis sur est-ce que si je crée un domaine secondaire et que j'envoie la semaine 1, 4, 5 mails, semaine 2, 10 mails, semaine 3, 15, 20 mails, ça évite d'utiliser les outils de chauffe. Alors je te conseille d'avoir cette approche quand tu commences à envoyer tes mails, bien sûr, mais ça ne remplace pas du tout les outils de chauffe. Parce que les outils de chauffe, ce qu'ils vont faire, c'est que quand tu simules ce comportement humain, si tu vas en spam, en fait, ils vont déplacer ton mail de la partie spam, le mettre en inbox, donc ils te permettent quand même de mieux recover ta boîte. On a une bonne question, je pense qu'on pourra traiter après aussi de Loïc, de comment faire quand on a une adresse mail du coup qui envoie du spam ou alors qui a sauté, qui a été suspendu, que faire là-dessus. C'est vrai que c'est une question, en plus on n'a pas fait de presse dessus du coup sur le webinaire qu'on pourra parler. Et toi, qu'est-ce que tu mets en place un peu quand tu as un problème sur une adresse mail? Ouais. On peut le laisser ça à la fin si vous voulez. Ouais, carrément. Ce qu'on conseille aussi, du coup, pareil, ça c'est vraiment un vrai plus pour la délivrabilité, c'est faire ce qu'on appelle les campagnes par ESP. Donc, tout simplement, filtrer du coup ces listes de prospects suivant les ESP. Quels sont les prospects qui utilisent Google Workspace, quels sont les prospects qui utilisent Microsoft, quels sont les prospects qui utilisent un autre serveur de messagerie, et faire des campagnes par ESP. Zero Bounce, qu'on utilise tous les deux avec Reza, permet de savoir du coup quel est l'ESP du coup de vos prospects quand l'adresse mail a été trouvée. Et chez Faro, on a récemment intégré du coup une feature qui permet directement, quand vous êtes dans vos listes de prospection, de savoir du coup quel est le SP du prospect. Comme je vous l'ai dit, comme il y a Zero Bounce qui est directement intégré dans l'abonnement, vous pouvez savoir du coup le SP de vos prospects. Donc nous, ce que l'on fait depuis maintenant un petit moment chez Faro et qu'on vous conseille vraiment, c'est que vous créez vos listes de prospection ultra ciblées, vous allez enrichir, et ensuite, une fois l'enrichissement fait, vous redivisez vos listes suivant du coup le SP qu'ils utilisent, Google ou Microsoft, pour pouvoir ensuite envoyer du coup aux adresses Google des campagnes avec du coup un email Google que vous avez
Et si vous souhaitez, du coup, et que vous avez du coup les moyens d'avoir plusieurs adresses et des adresses Microsoft, d'envoyer du coup les campagnes, les prospects pardon, avec des adresses Microsoft via des adresses Microsoft que vous avez créées. Ça a vraiment un vrai gain en termes de livrabilité. Autre astuce, sinon, quelque chose que vous pouvez faire, que l'on fait aussi par exemple des fois, si vous n'avez pas d'adresse Microsoft, vous pouvez uniquement contacter via LinkedIn ou via Call les prospects du coup qui sont sur Microsoft, parce que tout simplement déjà vous avez en termes de probabilité peu de chances d'arriver dans leur inbox, dans leur boîte de réception principale. Donc autant préserver vos adresses et les contacter via un autre canal. Mais voilà, ça, ce filtrage par OSP, c'est vrai que ça, on n'en parlait pas trop encore il y a quelques mois. Maintenant, moi, je ne sais pas quel est ton avis dessus, Reza, mais je pense que c'est quand même assez important. Et nous, on a vraiment vu un gain en termes de livrabilité assez important. Ouais, je suis d'accord avec toi, il faut faire du matching. Je vous explique pour Microsoft pourquoi c'est difficile d'atteindre l'inbox spécifiquement pour Microsoft. Parce que Microsoft va se baser sur la réputation de votre adresse IP. Et vu que généralement, quand vous êtes sur Google, vous avez des adresses IP partagées avec des centaines de milliers de personnes, bah, au fait, la réputation de ces pools et de ces adresses IP, elle n'est pas forcément bonne au départ. Donc, on a beaucoup de difficultés à craquer le Microsoft Game, comme on aime l'appeler dans le monde de la délivrabilité. Et, euh, et ouais, faites du matching. Vous pouvez aussi tester pour Microsoft, vous pouvez tester aussi la partie SMTP. Donc tous les autres providers en privé vers Microsoft directement. Et je peux vous garantir que vous aurez de meilleurs résultats que si vous faisiez du Google vers Microsoft. Ouais, très intéressant. Autre chose, du coup, ça va être la partie copywriting qui a un impact direct dans la livrabilité. Reza, toi, quelles sont du coup les choses à faire à ne pas faire dans ce copywriting? Ouais, du coup, un des plus gros problèmes sur la partie spam, c'est vraiment le copywriting. Au fait, l'approche à l'ancienne où on a une campagne qu'on utilise pendant un an et qu'on rafraîchit pas, c'est mort. On peut plus faire ça de nos jours. On fait face à ce qu'on appelle la copy fatigue, donc le copywriting fatigue. Donc, plus on utilise une copie, plus les ESP peuvent la détecter avec leur filtre anti-spam. Et du coup, il faut changer le copywriting régulièrement. Si vous envoyez des très très gros volumes, moi par exemple, j'ai un client avec qui j'envoie 10 000 mails par jour, des fois aux US. Au fait, je ne peux pas me permettre sur la même campagne d'envoyer le même messaging. Et c'est pour ça que je vais intégrer beaucoup de spin tags et de liquid syntax pour, un, différencier les structures de mes mails, de rajouter des mots différents et ainsi de suite pour vraiment minimiser cet aspect flagging. Ensuite, un autre élément super important, c'est qu'il faut éviter tout ce qui est mot de spam. Donc, mot de spam, ça va être investissement financier, free, Gratuit, gratuit, ouais. ce genre d'éléments. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, Google et les autres ESP, ils font la guerre à ce qu'on appelle les scammers et du coup les arnaqueurs et toutes les personnes qui font du phishing. Et de ce fait, bah, les mecs qui font du cold email et qui n'ont pas un bon copywriting, bah, ils peuvent passer à la trappe avec eux. Euh, Ça, c'est les trois premiers points. Ensuite, il y a un point où là, c'est vraiment, ça dépend des écoles. On a deux types d'écoles. C'est un, est-ce qu'il faut ajouter un lien d'unsubscribe ou pas? Ajouter un lien d'unsubscribe bah, permet à la personne de se désinscrire et de voir que c'est un mail automatique. Ne pas l'ajouter, bah, on se tire quand même une petite balle parce qu'aujourd'hui, Google et les autres ESP demandent à ce qu'on ajoute un lien unsubscribe obligatoirement. Donc sur ces deux écoles, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir les gens qui vont se dire, bah, moi je mets le lien unsubscribe, les gens vont savoir que c'est une campagne d'emailing et ensuite bah, ils peuvent juste se désinscrire. Ou alors il y en a une autre où ils se disent, bah, moi je vais pas l'ajouter. Et là par contre vous courez le risque que si la personne n'est pas contente ou qu'elle veut se désinscrire, bah, vous mettez en spam directement. Et être mis en spam par quelqu'un si on est déjà en boîte de réception, c'est un véritable signal pour Google pour dire OK, lui, on veut pas de lui, il n'a pas une bonne réputation, et ainsi de suite. Ensuite, par rapport à ta question, Elodie, si vous avez au moins 50% de taux d'ouverture, c'est que vous avez un problème de délivrabilité. Moi, je peux te dire clairement tout de suite, ça ne sert à rien de traquer vos taux d'ouverture et vos taux de clic.
parce que vos emails, avant d'être ouverts par vos prospects, vont être ouverts par les robots, par les crawlers de Microsoft, Google et des autres ESP. Et du coup, le taux que vous allez voir n'est pas fiable, un. Et deux, au fait, il va vous desservir sur votre délivrabilité. Pourquoi? Parce que un, pour traquer, les outils vont ajouter un pixel, donc c'est une image qui fait un pixel sur votre mail, et cela va permettre justement de remonter les infos de tracking et ainsi de suite. Le seul problème, c'est que si Google détecte ces liens ou ces images, vous avez beaucoup plus de chances de passer en spam que d'habitude. Et dernier use case, c'est n'intégrez pas les liens, pas d'images, pas de médias dans le corps du mail. Avec les liens, grand max que vous pouvez faire, c'est un lien par mail. Et encore, ça va dépendre du lien que vous allez mettre. Il y a un truc qui est très intéressant, Reza, sur cette partie. Déjà, sur la partie, c'est vrai que changer de copywriting régulièrement, que ce soit intégré avec Syntax ou à Spintax, il y a aussi quelque chose, du coup, qui est tout simple qui s'appelle l'A/B test aussi, qui vous permet aussi tout simplement de changer aussi vos emails que vous envoyez, et qui est en plus très pertinent pour améliorer les résultats de vos campagnes. Donc, on est toujours de cette école avec Reza de dire il faut tester son copywriting, l'améliorer, le changer. Donc, c'est important pour les résultats de sa campagne, pour la délivrabilité, donc vraiment pousser à le faire. Après, pas changer tout son mail, sinon si on change tout l'email, ben, on pourra pas savoir ce qui fonctionne, etc. Mais changer un call to action, changer une approche, etc. sera vraiment de l'importance en termes de résultats et surtout en termes de délivrabilité aussi, hein. Et aussi pour rebondir sur la question d'Elodie, si on ne traque pas le taux de clic et le taux d'ouverture, comment on sait que notre campagne est performante, qu'on a une bonne délivrabilité? Cette partie, je pense qu'on va la garder pour la fin et on va y répondre dans quelques instants. Ouais. Et on a aussi une question qu'on regardera à la fin aussi, que c'est vrai qu'on avait parlé en privé à Reza, qui était sur le custom tracking domaine, que la plupart du coup des outils d'envoi conseillent du coup d'installer, notamment pour tracker, etc. Ce que tu en penses, ce que tu fais dessus et tout, on pourra avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Maintenant, du coup, qu'on a mis toutes les bases dans l'écriture de ses emails, dans la création de ses listes pour améliorer sa livrabilité, comment vérifier et suivre sa délivrabilité dans le temps pour continuer du coup à l'améliorer et surtout s'assurer qu'elle soit au maximum de ses possibilités? Première chose, donc l'on conseille, c'est d'avoir ce qu'on appelle un dashboard de suivi. Euh, Reza le fait, chez Faro, ça fait longtemps qu'on le fait aussi, c'est d'avoir un suivi de ses santé, de score de livrabilité des adresses mail. Le plus simple, nous on a un petit Google Sheet, on a toutes les adresses email qui sont utilisées du coup dans nos campagnes de prospection. On marque du coup si elles sont utilisées ou pas, et tout simplement quelle solution de chauffe est activée dessus. Et toutes les semaines, on va faire du coup ce qu'on appelle un spam check. C'est lui qui avait la question dans le chat de Jacques. La plupart des outils le proposent, Glowcaps, MailReach, etc. Tout simplement, ça va envoyer une trentaine d'emails à différents ESP pour vérifier que vous êtes bien du coup en boîte de réception et pas dans les spams. Et vous donnez ensuite une note sur 10 en fonction du coup de ce spam check. Donc, c'est une routine à faire, ça prend vraiment 10, allez, 20 minutes grand maximum, sauf si vous avez vraiment énormément d'adresses mail. Mais si vous avez moins de 10 adresses mail, ça vous prend 30 minutes par semaine. Réserver ce créneau-là, remplir son Google Sheet, vérifier du coup qu'il n'y ait pas de problème pour anticiper la délivrabilité et pas se retrouver devant le fait accompli. J'ai reçu un message de Google, j'ai du coup des campagnes qui ne performent pas. Pourquoi j'ai ça? Je vais regarder. Non. D'avoir ce truc-là régulier, cette routine un peu de délivrabilité, vous permettra d'optimiser sa délivrabilité dans le temps et surtout d'optimiser et d'anticiper les problèmes. Donc la routine de délivrabilité, elle est très simple, il n'y a rien de compliqué dessus. Donc nous, on utilise MailReach chez Faro, donc tout simplement à faire un spam check, ce qu'on appelle hebdomadaire, pour chaque adresse email. Et ensuite, on va du coup noter les résultats dans le tableau Google Sheet. Et s'il y a un problème, on va faire du coup le nécessaire pour le rétablir, mettre l'adresse mail en pause notamment, directement. On arrête d'envoyer des campagnes, etc. Reza nous dira lui ce qu'il conseille de faire s'il y a un problème sur l'adresse mail. Mais voilà, d'avoir cette routine, extrêmement important. Ouais, moi de mon côté, si on revient à la slide d'avant, ce que je fais, c'est que ça va vraiment dépendre de vos volumes également. Si vous avez beaucoup de volume, beaucoup d'activités, vous pouvez faire des spam checks hebdomadaires. Si vous avez très peu de volume, n'hésitez pas à le faire mensuellement. Hmm. Il y a des outils qui permettent de l'automatiser. Et pour répondre à la question de Jacques, pour les outils qui permettent de faire des spam checks, bah, au fait, il y en a plein. Tu as MailReach, il y a Glock Apps, il y a SmartLead qui permet de le faire.
Il y a Folderly qui ont également un outil de spam check. Et voilà, très important de le faire, ça permet d'anticiper les problèmes et surtout de voir comment on se place par rapport à chaque ESP. Est-ce qu'on est bon sur Google? Est-ce qu'on est mauvais? Est-ce qu'on est meilleur sur Outlook et ainsi de suite. Et ça permet surtout de prendre des décisions stratégiques. Alors aujourd'hui, il y a un seul élément qui manque à ces outils de spam check, c'est que vous n'avez pas forcément les recos qui viennent avec. Et il faut quand même se comprendre un peu les différents enjeux pour savoir retirer des actions concrètes à implémenter de ces spam tests. Mais si vous les avez pas, vous pouvez toujours vous faire aider par un chat GPT qui vous permettra de comprendre le pourquoi du comment, ou alors passer par un expert qui comprend ces enjeux et peut vous expliquer exactement les raisons et vous donner des roadmaps d'actions à faire. Clairement. D'ailleurs, j'avais une question qui me vient à Reza parce qu'on a eu le sujet, notre grosse outbound chez Faro, Emer en parlait hier. Mais j'ai fait un spam check, il y a un mauvais, enfin, je vois que la note n'est pas bonne, donc je mets en place des actions, je refais un spam check, j'en fais 3 4 dans la semaine. Est-ce que ça impacte la délivrabilité parce que ça envoie 30 emails d'un coup et que j'ai envoyé beaucoup d'emails ou non, c'est fait exprès pour pas impacter la délivrabilité d'une adresse qui peut être déjà endommagée? Moi, je n'aime pas envoyer de mails d'un coup. Donc oui, ça impacte. Si vous faites chaque jour des tests de spam, que vous envoyez 30 mails en plus de vos mails de chauffe et en plus de vos mails de prospection, au fait, vous êtes rapidement sur des volumes qui sont assez hauts et je déconseille ça. Ok, Moi, je vous conseille, c'est de garder vraiment un rythme hebdomadaire ou mensuel, parce que ça vous permet d'avoir vraiment une bonne constance. Et si vous le faites d'une manière hebdomadaire, bah, privilégiez les samedis, les jours où vous n'allez pas ouais. forcément envoyer des mails de prospection et ainsi de suite. Ouais, c'est vrai, comme ça, on varie, du coup, on enlève le volume des mails de prospection qu'on remplace par le spam check et ça reste du coup constant. Mm. C'est vrai que c'est Et ok. il y a certains outils type Smart Lead qui vous permettent, par exemple, d'étendre ce volume d'envoi sur quelques jours ou sur quelques heures. Enfin, c'est vous qui choisissez votre calendrier d'envoi de vos spam checks et à la toute fin de tous les envois, vous aurez les résultats précis. Trop bien. Autre chose, du coup, que je connaissais pas et que je pense peu de personnes connaissent, c'est que tu m'en as parlé, Reza, que tu fais, c'est analyser ses bounces dans sa routine. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas les bounces, c'est si votre email n'est pas délivré pour n'importe quelle raison, vous allez généralement recevoir un email en retour qui va vous dire, bah au fait, votre email n'a pas été délivré, voici les différentes raisons, et ainsi de suite. Ça, je peux vous dire qu'il y a peut-être deux, trois personnes aujourd'hui dans le monde de l'outbound qui le font. Et moi, je le fais avec mes clients. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand je travaille avec eux, un des éléments qu'on va monitorer le plus, c'est à quel point vous bouncez. Si par exemple, on est sur du 1% de bounce tout au long et qu'ensuite, je vois qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6%, en fait, ça veut dire qu'il y a eu un changement sur ma réputation, mes domaines d'envoi, etc. Et vu que beaucoup de personnes ne les analysent pas parce qu'ils se disent oui, peut-être que la data n'est pas bonne ou autre, mais en l'analysant, on trouve vraiment une mine d'or d'informations qui est sous-exploitée. Je vous montre cet exemple avec un de mes clients. On envoyait des emails et là, boum, grosse croissance du taux de bounce. Je me mets à analyser ces bounces-là. Alors, c'est assez technique. Il faut quand même des compétences et de la compréhension technique pour pouvoir justement comprendre ces raisons-là. Mais ça va vous permettre de vous dire, OK, moi j'ai 14% de bounce parce qu'il y a des emails qui sont inactifs. Donc là, je peux me dire que mon fournisseur de data n'est pas forcément assez bon. Si je vois qu'aujourd'hui, je change de fournisseur et que je vois que le taux de bounce augmente parce que il y a des emails inactifs, il y a beaucoup plus d'emails inactifs par rapport à avant, je peux prendre des décisions par rapport à mon fournisseur de données. Dans ce cas précis, nous, ce qu'on avait vu, c'est que 72% des emails qui bounçaient avaient pour raison Mimecast. Et Mimecast, c'est un outil d'email sécurité qui se plug sur votre Gmail et sur votre Outlook pour filtrer les emails et voir est-ce que c'est pertinent ou pas. Nous, de ce fait, bah, au fait, on tombait en spam sur tous les utilisateurs Mimecast. Plutôt, tous nos emails bounçaient sur les utilisateurs Mimecast. Et si on avait continué à les shooter,
au fait, petit à petit, on aurait vraiment cramé toute notre délivrabilité et toute notre infrastructure de 500 emails aurait fait. Oui, Arnaud, c'est en regardant ces codes-là, mais généralement, ces codes-là ne sont pas assez faciles à comprendre. C'est assez vague, il faut vraiment creuser un peu plus. T'en as qui sont simples, t'en as d'autres qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, un reject, il va pas forcément vous dire pourquoi ça a été rejecté et ainsi de suite. Euh, qui automatise ça? Bah, je pense que je suis le seul à l'automatiser. Donc, si tu as envie de checker, n'hésite pas à m'envoyer tes balances et on pourra le faire. Aujourd'hui, pour finaliser cette partie, ce qu'on a fait sur les utilisateurs Mimecast, c'est que quand je fais mes batchs de data ou mon client est en train de faire ses batchs de data pour envoyer des campagnes, on va filtrer sur la partie MX, on va voir ceux qui utilisent Mimecast et les utilisateurs de Mimecast, on va les isoler, on va pas les contacter via email, on va les contacter via LinkedIn et via téléphone. De ce fait, je cours pas du tout de risque sur ma délivrabilité et je peux continuer à faire mes bails, enfin mes envois tranquillement. Ouais, c'est un peu la même statistique sur les différents que les campagnes par ESP. Dès que vous avez Mm. du coup un bug comme ça que Reza a analysé, on les contacte sur un autre canal, comme ça sert à rien, on préserve notre délivrabilité. Mm. Ouais, les faire à la main, ça tue. J'en ai fait plein à la main. Je peux te dire que ça prend énormément de temps. Mais aujourd'hui, je travaille sur un outil qui permet de l'automatiser. On pourra en reparler après. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux. On a fait un petit récap du coup des outils qui est non exhaustif bien entendu là-dessus. Comme ça, quand vous aurez la presse, vous avez un petit récap au niveau du domaine qui est utilisé, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier que les configurations SPF des KIM des marques est bien configurée pour envoyer ses campagnes, pour faire du coup le warm-up et le ramp-up de ses adresses mail et la vérification. C'est pas du tout exhaustif, mais c'est vraiment pour vous donner une idée du type d'outils que vous pouvez utiliser. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer aux questions. On en avait pas mal. J'ai vu que on les avait enregistrées du coup avec Reza, donc on va répondre aux questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. On a encore quelques minutes, donc c'est avec plaisir pour répondre à des questions plus précises. Donc on avait du coup cette question là de Mathis déjà. Reza, donc si on peut créer 3 adresses mail par domaine, je peux créer 3 adresses mail Gmail entre parenthèses gratuit. Je te conseille pas de faire ta prospection avec du Gmail. Personnellement, je le fais pas. Si tu veux, enfin, 3 adresses par domaine, je te conseille juste d'acheter un domaine rapidement, 10 euros, et ensuite tu crées des adresses vraiment pertinentes pour ça. Et il y a un autre sujet, c'est que si tu envoies avec du Gmail, en fait, personne te prendra au sérieux. Hmm. Ça dépend de ton offre, bien sûr, mais si tu veux vendre une offre à 4 000, 5 000, 10 000 euros et que tu envoies avec du Gmail, les gens, je pense pas qu'ils vont te prendre au sérieux. Ouais, clairement. Puis t'as pas de site, on sait pas qui c'est, etc. Donc de suite, on perd en crédibilité. Mm. Jacques, du coup, quel outil pour vérifier la réputation de son email? Tu en as déjà parlé, mais tu peux faire un petit récap du coup des outils toi, que tu utilises ou que tu conseilles là-dessus, Reza. Ouais. Donc MailReach, SmartLead, Folderly, Glowcaps, en sachant que je pense, enfin pour moi Glowcaps c'est le plus complet et c'est celui que j'utilise avec un peu de SmartLead selon les clients et leur stack d'outils. C'est vrai que le GoCap, si tu vas dire, ils font par pays, Russie, continent, etc. C'est vraiment assez complet leur span check. Mm. Une question un peu de mathématiques de Samuel, je te laisse la prendre, Reza. Au fait, c'est vraiment au cas par cas, Samuel. Ça dépend si à quel point ta délivrabilité est endommagée, ta réputation est endommagée. Ça dépend également quels sont tes taux aujourd'hui et quel type d'outils tu utilises. Ça va aussi dépendre de ta copie, de ta data. Donc c'est vraiment pas une science exacte qui est liée au volume. La délivrabilité est liée à 6 points majeurs. Un, l'infrastructure. Deux, la data. Trois, la copie. Quatre, ça va être le retour des utilisateurs, donc enfin des destinataires. Est-ce qu'ils vont te mettre en spam? Est-ce qu'ils vont bouncer tes mails ou pas? Donc c'est vraiment, je pourrais pas te répondre, il faut vraiment deep dive, comprendre. Mais en tout cas, si tu envoies 100 mails aujourd'hui et que tu décides de prendre un rythme de 30-40, fais-le progressivement. Et je pense que ça sera quand même bien meilleur que d'envoyer 100 quoi qu'il arrive. Hmm.
Une question, je pense, va être très intéressante. Comment sauver une adresse mail? Que faire quand on a une adresse mail du coup qui tombe en spam ou que la délivrabilité est affectée? Ouais, alors ça aussi c'est pas une science exacte, ça va vraiment dépendre de ton mail et ton domaine. Est-ce qu'ils sont blacklistés? Est-ce que à quel point la réputation est endommagée, etc. Moi, ce que je peux te dire clairement, c'est que si tous les setups sont bien faits, tu respectes les volumes, le copywriting, tu ne mets pas de lien, etc. Donc tu respectes vraiment toutes les bonnes pratiques. Tu peux sauver une boîte mail, en effet. Par contre, il faudrait plutôt la passer sur des outils de chauffe seedlist type Folderly et pas forcément aller sur des outils de chauffe type Lemwarm ou autre. Parce que j'ai effectué les tests et j'ai pas, de mon côté, à part Folderly, il n'y a pas eu d'outil qui a vraiment pu récupérer une adresse email qui avait une mauvaise délivrabilité, mauvaise réputation et la sauver entre guillemets. Et par exemple, là, du coup, là-dessus, Reza, j'ai ce problème-là. Par exemple, j'ai mon compte suspendu pendant 2 jours parce que, du coup, on m'a considéré en spam. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe mes campagnes? Combien de temps j'attends avant de les relancer? Genre, toi, qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Ouais, déjà si on vous coupe vos emails, c'est que vous êtes sur de très très gros volumes ou alors vous êtes vraiment signalé en spam. Ce que je vous conseille, c'est soit réduire vos volumes, soit changer votre copie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, dès que vous la débloquez, ne l'activez pas directement. Remettez-la en chauffe un petit peu. Essayez de voir comment ça se comporte. Faites des tests de spam. Ensuite, réactivez-la. Ok, hyper clair. Il y avait cette question de Najima, je te laisse la prendre. Ouais. Bonjour, si je comprends bien, du coup, il n'est pas du tout recommandé de faire du cold avec un CRM, Spot par exemple. Ben, c'est une bonne question. En vrai, j'ai pas la réponse exactement. Reza, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. C'est vrai qu'on a vraiment parlé outils email marketing, outils spécialisés. Spot est un peu considéré comme les deux. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui utilisent pour le cold email, mais à la base, c'est un outil d'email marketing. Quel est ton avis, toi, du coup, justement, Reza, dessus? Parce que moi, j'ai pas d'avis vraiment. Sur la partie outbound, j'ai envie de te dire ça se vaut. Après, je vous conseille tout de même de pas traquer les ouvertures, les clics, etc. Ça, c'est super important, surtout sur HubSpot. Ensuite, sur la partie newsletter, je sais que si vous avez votre newsletter sur HubSpot, je vous le déconseille. C'est pas optimisé pour la partie délivrabilité. Et moi, je préfère. Au fait, aujourd'hui, on a deux écoles. On a l'école de ceux qui aiment avoir un tout en un ou l'école de ceux qui aiment utiliser le meilleur outil pour chaque partie du process. Moi, je fais partie de cette deuxième école qui aime utiliser les outils, enfin les meilleurs outils pour chaque partie du process. Et du coup, je vous conseillerais vraiment de passer sur un Lemlist ou un Smart Lead ou autre qui vous permettra d'envoyer vraiment des campagnes et qui est fait pour ça. Très intéressant. On a pas mal de questions qui sont enchaînées. Arnaud qui a demandé du coup un avis sur Data Ananas. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler ça de Data Ananas. Je sais pendant longtemps, mais maintenant qu'on problème de délivrabilité. Je sais pas si tu as un avis dessus. Moi, j'ai jamais utilisé. J'ai toujours connu Data Ananas, mais jamais utilisé. Oh, aucune idée. Enfin, je connais, je l'ai utilisé vers 2019-2020, mais aujourd'hui, je saurais pas dire à quel point c'est pertinent, Arnaud. Euh, je vais checker quand même. Hésite pas à me renvoyer la question par DM sur LinkedIn ou autre. Je checkerai, je me ferai un plaisir de te répondre. C'est vrai qu'à l'époque, comme tu dis, c'était un des bons outils d'envoi d'email. Je me rappelle, il y avait Romain Cornu qui travaillait là-bas, etc. Mais c'est vrai que ça fait longtemps, je crois que j'en ai pas trop entendu parler. Mais un avis sur MailJet, juste dans le cadre de nos campagnes mailing. Tu me coupes si je me trompe, Reza, mais il me semble que MailJet, c'est un outil comme ActiveCampaign, etc., d'envoi de campagne marketing plutôt, du coup, spécialisé dans la newsletter. Donc, pas du tout conseillé. C'est pas son cœur de métier de faire ça. Donc, on vous conseille vraiment plutôt, Julien, d'aller sur un outil spécialisé dans le cold email, hein. Ouais, ça dépend de quel type de mail, bien sûr, tu parles, Julien. Si tu parles de mailing Hmm. type newsletter et autres, pas de souci, tu peux le faire très bien. Après, si tu fais de l'outbound et c'est vraiment du cold, donc c'est des gens que tu connais pas, des prospects que tu veux aller chercher pour des rendez-vous commerciaux avec ton équipe sales ou autre, je te conseille de passer par des outils qui sont plutôt spécialisés dans ça parce que ils ont un bien meilleur suivi, enfin, ils sont adaptés à ce type de use case. Ouais. On a une autre question d'Arnaud. Quelle plateforme utiliser pour les campagnes lorsqu'on a plein d'adresses mail sur deux des domaines différents?
Pour les campagnes, bah moi les trois principaux aujourd'hui, ceux qui reviennent le plus, c'est généralement l'Emlist qui est assez bon. T'as Smart Lead et t'as Instantly, c'est vraiment les trois qui se distinguent aujourd'hui sur cette partie plateforme d'envoi de campagne, etc. Et je suis pas sûr de bien comprendre la question, enfin la deuxième partie de la question, Arnaud, donc n'hésite pas à clarifier. Une autre question de Chloé, il est plus efficace d'envoyer régulièrement des mails que de faire des campagnes ponctuelles. Ouais, tout à fait, hein, Chloé, je pense, comme a dit Reza, c'est la régularité qui est importante en délivrabilité. Et plus vous avez des différences de volume entre mois, entre jours, etc., plus ben, les ESP vont être méfiants par rapport à votre adresse mail. Ouais, tout à fait aligné. Essayez de vraiment genre disperser votre volume et pas en fait, il faut pas qu'il y ait des spikes comme ça parce que Google et les autres ESP les définissent comme des comportements anormaux et du coup ça va alerter les filtres anti-spam. Yes. On a une petite question de Félix, que je connais bien, que je salue, qui travaille chez Impowill sur les campagnes. Hop, c'est à moi ce que j'ai affiché. Ouais. Sur le tracking des ouvertures, si tu ne traques pas les ouvertures, c'est vrai qu'on devait l'évoquer. Quelles sont les métriques que tu vas regarder? Comment faire du coup savoir si une campagne est performante, si la délivrabilité est bonne, etc. Très bonne question. Je voulais y toucher, Félix. Alors, je ne traque pas taux d'ouverture, je ne traque pas les taux de clics. C'est vraiment des vanity metrics et c'est pas fiable parce que plein de bots vont les ouvrir, etc. Ce que je vais traquer principalement, c'est le taux de reply rate, donc enfin ton taux de réponse, taux de réponse positive, taux de rendez-vous pris. Et au fait, généralement, tu connais tes taux. Tu sais que si tu envoies un email, tu as généralement dans les 3%, etc. Donc si tu vois que tes taux de reply chutent, à ce moment-là, tu as deux éléments sur lesquels il faut te concentrer. Un, c'est soit ta délivrabilité, enfin trois. Un, c'est soit ta délivrabilité. Deux, c'est soit ta copie. Et trois, c'est soit ta data. La data, généralement, si c'est toi qui l'as fait, tu la contrôles et tout, c'est pas l'élément qui a impacté ton drop-down sur ta replay rate. Tu as ensuite deux éléments, c'est soit la copie, soit la délivrabilité. Et c'est à ce moment-là où moi, ce que je conseille de faire, c'est de faire des spam tests. Donc, ce que je suis, c'est reply rate, positive reply rate, rendez-vous pris, inbox rate, spam rate et bounce rate. Bounce rate, tu vas l'avoir avec tes campagnes, etc. Spam et inbox rate, il faut que tu passes par des outils qui vont te permettre de faire des tests de spam ou alors passer par des agences de délivrabilité qui peuvent faire toute cette partie pour toi. Ou des mecs comme moi Ouais, qui le font également. très intéressant cette partie-là. Du coup, Mm. vraiment, toi, tu nous conseilles, c'est de prendre une habitude de arrêter de traquer du coup l'ouverture et juste vérifier avec des spam checks réguliers qu'il n'y a pas de problème de délivrabilité et avec les taux de réponse que le copie soit bon, etc. Parce que, ben, comme tu as dit, déjà c'est incertain et en plus, il y en a 80%, enfin, j'ai pas de stats, mais beaucoup qui sont faits par des robots, donc ça représente pas du tout la réalité. Ouais, moi par exemple, je traquais à un moment l'ouverture. Je pars sur la fiche d'un de mes prospects et je vois 16 ouvertures sur mon mail. Et c'est impossible qu'il ait ouvert 16 fois. Donc, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça confirme, mais il y a même le chose, je sais qu'on fait pas mal, par exemple, du warm call, du coup, sur quelqu'un qui a cliqué sur un lien. Donc, en gros, quelqu'un qui a cliqué sur un lien qu'on traque dans une campagne, on va l'appeler. Et quand on l'appelle, la personne dit, ben non, j'ai pas reçu votre email. Donc, ce qui prouve qu'il y a bien des robots qui vont cliquer sur les liens, etc. Et que c'est très souvent pas manuel et pas fait par le prospect. il y avait aussi une autre question avant celle de faire. On fait des campagnes environ tous les 2, 3 mois sur des cibles, mais on n'a pas encore mis en procès d'automation en place. Ce que je te conseille, c'est que si tu fais des campagnes assez régulières, passe par un lemlist ou assez facile de prendre en main, très simple. Ou alors n'hésite pas à voir des experts, type Flavien, type moi, on pourra t'aider à choisir les bons tools, etc. Ouais, bonne question d'Arnaud aussi. Quelle préconisation pour éviter de se retrouver avec 50 abonnements différents, services et tous les efforts d'apprentissage qui vont avec? En vrai, en fait, il y a des tools qui sont assez faciles et des infrastructures à mettre en place. Par exemple, si tu veux pas t'embêter, Arnaud, le plus simple, si tu as des cibles de moins de 300 salariés, tu crées des noms de domaine, tu achètes un nom de domaine secondaire, tu prends des adresses mail Google, un MailReach ou un Folderly pour l'envoi,
LMI, c'est la grosse machine, ou un Smart Lead pour le pré-chauffe, pardon, Mavericks ou un Foundry pour le pré-chauffe, un Instantly, la grosse machine, un Smart Lead pour l'envoi. Et puis, tu n'as que vraiment deux outils en fait qui vont te servir, ton outil de warm-up et ton outil d'envoi. Et le reste, après, c'est que de la configuration que tu fais une fois et que tu touches plus, hein. Ouais, et il y a aussi un autre élément, c'est que, au fait, si ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du très bon travail, au fait, tu es obligé de construire une bonne stack avec des outils qui se complémentent entre eux. Si tu veux pas trop passer de temps dessus, tu peux prendre soit un outil all-in-one, mais là, généralement, tu vas avoir des soucis parce que s'ils sont bons sur le côté envoi, ils sont pas bons sur la délivrabilité, ainsi de suite. Et dernière option, c'est tu outsources, hein, tu externalises en passant par soit des agences qui, eux, vont avoir toutes ces tools et généralement, tu vas avoir non seulement les tools, mais aussi l'expertise métier qui va avec parce que c'est un domaine qui change beaucoup, que ce soit l'outbound ou la délivrabilité. Et du coup, tu es obligé vraiment de rester focus, savoir ce qui se fait. Ouais, c'est ça, rester bien à jour du coup, ça qui se fait. Euh, il y en a qui demandaient si je veux bien ton adresse mail, Reza. On sait jamais, mais justement, si vous souhaitez du coup en savoir plus, contacter Reza, chose qui nous a dit le plus simple et confirmé, c'est sur LinkedIn. Vous pouvez directement l'ajouter et lui envoyer un message. Il va vous en dire un tout petit peu plus. Et pareil, si vous souhaitez tester Faro pour la création de votre base de données, pour pouvoir filtrer par ESP, etc., vous avez 15 jours d'essai aussi. N'hésitez surtout pas à tester. Yes, et pour ceux qui me contactent, avec grand plaisir, les trois premiers, avec grand plaisir pour prendre 30 minutes et vous faire une petite session de conseil sur votre délivrabilité, votre infrastructure. Je fais pas ça généralement, mais je le fais pour le webinar et parce que Faro m'a gentiment invité, donc je veux passer de la valeur également à tous les participants. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup Reza pour ta participation, pour toute la valeur. On espère que ça vous a plu. On a essayé d'être le plus complet possible. En tout cas, nous, c'était très cool à préparer, à travailler sur le webinaire ensemble. On était très contents du coup de le faire. N'hésitez pas à nous faire de retour. On est toujours très preneurs. Et encore merci du coup Reza pour ta participation et ton intervention. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.